Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et en ce début de printemps, Franck Ferrand nous emmène faire un petit tour de tourisme cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Du tourisme, avec quel guide, puisqu'il s'agit du guide du routard, qui vient de faire paraître avec le journal du dimanche un hors-série intitulé Nos escapades préférées. Et avec quel Cicérone, puisque le patron du routard, Philippe Glohagen, est avec nous dans ce studio. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Gabriel sur les origines de l'autostop. Ah ben voilà, ça reste dans la note. Allez, il est temps, chère Anissa, d'attraper votre sacoche de route et votre ombrelle de voyage. Nous nous lançons à la poursuite des premiers touristes de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Évidemment, les hommes ont toujours voyagé. Et si l'on voulait véritablement parler des tout premiers touristes de notre histoire, il faudrait remonter à des âges qui ne sont même pas historiques, qui sont préhistoriques, bien entendu. Tous ces grands mouvements de population qui néanmoins souvent se sont effectués par tout petits sauts, de façon extrêmement lente à travers les siècles. On ne faisait pas des grands périples comme aujourd'hui. Et puis les échanges commerciaux, bien entendu, l'institution de grandes routes à travers la planète, les pèlerinages religieux, ne l'oublions pas, qui ont été en quelque sorte les premiers véritables voyages organisés. Tout ça préfigure un peu le tourisme d'une certaine manière. Mais ce qu'on appelle le tourisme, c'est le voyage d'agrément. Et ça apparaît à la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. Le mot tourisme, du reste, est un mot du XVIIIe. Vous savez, c'est Jean-Gaston de Médicis, qui était un personnage épouvantable, très amusant d'ailleurs, d'une culture inouïe, mais d'un complètement perdu de mœurs. Ce Jean-Gaston de Médicis est le tout dernier des Médicis. Il en avait assez de voir affluer dans sa ville, qui est une sorte de grand musée à ciel ouvert, tous ces gens qui venaient essentiellement d'Angleterre, mais d'une façon plus générale de l'Europe. Il y avait tous ces fils de famille qui faisaient ce qu'on appelait à l'époque le grand tour, c'est-à-dire qu'ils allaient visiter les grandes collections d'Italie pour se former le goût, et puis aussi pour apprendre à vivre, tout simplement. Et quand il les voyait, tous ces gens qui faisaient le grand tour et qui parlaient du tour, ça énervait Médicis, qui les a appelés les touristi. Et voilà l'origine du mot tourisme. Eh bien, ce tourisme, il est devenu aujourd'hui un loisir de masse, bien entendu. C'est une industrie très importante et qui, pour un pays comme la France, est absolument essentielle, même si, mais ça nous entraînerait ailleurs et trop loin, il me semble que nous n'utilisons pas toutes les ressources d'un patrimoine et naturel et culturel considérable dans notre beau pays. Toujours est-il que le tourisme est devenu un phénomène très important et que les guides touristiques, qu'ils soient papier ou qu'ils soient maintenant souvent numériques, sont devenus les compagnons de route des voyageurs. Alors il y avait des guides touristiques il y a très longtemps déjà, du temps des pèlerinages justement. Vous savez, on allait chercher le salut de son âme. Il y avait ce tourisme religieux qui du reste se pratique encore. Il n'y a qu'à aller se promener un peu au Portugal, vous verrez à quel point les pèlerinages sont encore très très présents. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui font le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, ou bien d'autres du reste. Et il y avait donc des guides qui étaient mis à la disposition du voyageur. Il s'agissait notamment, les tout premiers guides sont des guides de Rome. On fait revivre à partir du XIe, XIIe siècle un certain nombre de vestiges du passé. Et ces guides sont pour beaucoup publiés. Alors quand je dis publiés, ils sont recopiés. Pendant très longtemps, ils vont être manuscrits, bien entendu. Ils existent en langue vulgaire. Ça, c'est très intéressant. Jean-Didier Urbain, qui est sociologue, anthropologue, utilisera pour décrire les touristes l'expression de pèlerins modernes qu'aucune foi n'anime. Eh bien, les pèlerins de l'époque étaient animés par la foi et ils étaient guidés d'une certaine manière par ces petits guides. Au milieu du XVIe siècle, c'est Charles Estienne qui publie la guide, disait-on à l'époque, des chemins de France. C'est le premier guide routier français, en quelque sorte. Pas tout à fait touristique au sens actuel. C'était surtout des itinéraires qui renseignaient le voyageur sur l'hébergement, sur les risques encourus, évidemment, sur les droits
dont il fallait s'acquitter lorsqu'il y avait des octrois, etc. Et puis, à l'occasion, on lui signalait les monuments et déjà les curiosités locales. Vous voyez, donc il y avait déjà quand même cette première, ce centre d'intérêt. À partir du XVIIe donc, et surtout du XVIIIe siècle, et avec ce fameux grand tour, alors là, on peut dire que le tourisme est en train peu à peu d'entrer dans les mœurs. Mais dans les mœurs de qui? Uniquement de la haute société, bien entendu. Il fallait être très fortuné, il fallait appartenir aux grandes familles, ou en tout cas à des gens qui avaient de gros moyens pour s'offrir ce genre de choses. Le terme touriste, il apparaît en français, donc je vous ai dit en italien depuis longtemps, en français en 1803 seulement. Il est assez péjoratif à l'époque et il désigne, si j'en crois Monsieur Littré, les voyageurs qui ne parcourent des pays étrangers que par curiosité et désœuvrement. Ça, c'est très intéressant parce que pendant très longtemps, notamment ce 19e siècle voué au travail par la bourgeoisie, eh bien, le désœuvrement, l'oisiveté, le simple fait de se promener pour le plaisir était assez mal considéré d'une certaine manière. Le célèbre dictionnaire de Littré précise, se dit surtout, le mot touriste, se dit surtout des voyageurs anglais en France, en Suisse et en Italie. Vous voyez comme quoi, une fois de plus, les Anglais sont un peu à l'origine d'un phénomène devenu maintenant planétaire. Alors, c'est vrai que Stendhal, en 1838, publiera les mémoires d'un touriste qui contribue à populariser, à généraliser le terme et au-delà du terme, la pratique. Il faudrait bien sûr faire la part d'un certain nombre de tourismes spécifiques. Il y a le thermalisme, très important, parce que les villes d'eau vont attirer des masses de voyageurs et elles vont beaucoup contribuer à faire entrer dans les mœurs l'idée de se déplacer pour sa santé, pour son agrément, pour sa culture d'une façon plus générale. Et puis après les villes d'eau, il y aura les villes de mer, avec l'invention des bains de mer. On a l'occasion d'en parler déjà un certain nombre de fois dans cette émission. C'est la duchesse de Berry en France qui à Dieppe va mettre dans les années 1820 le bain de mer à la mode. Ça, c'est la naissance des stations balnéaires avec ces espèces de migrations saisonnières entre le cœur du pays et les côtes. Bien entendu, il faudra là encore attendre très longtemps pour que ça se généralise. Pendant très longtemps, les villes d'eau, comme les stations de bord de mer, étaient réservées à une certaine aristocratie qui n'était plus là forcément pour s'enrichir et se cultiver, mais qui était là pour passer tout simplement de bons moments. La petite... Déjà en vacances, pour d'autres ça commence demain. Franck Ferrand, vous nous proposez une émission printanière autour de l'histoire du tourisme. Alors vous savez, quand vous prenez par exemple les mémoires du président de Brosse, les lettres plus exactement, que le président de Brosse adresse d'Italie dans les années 1740, vous vous rendez compte que voyager, même pour des gens privilégiés qui avaient de gros moyens, voyager à l'époque était une aventure considérable. C'était très difficile, vous ne saviez jamais quelle voiture vous alliez trouver, les routes n'étaient pas entretenues, les auberges où vous vous arrêtiez étaient très souvent infestées de toutes sortes d'animaux et notamment des punaises de lit qui faisaient leur régal des différents touristes justement qui arrivaient. Bref, tout ça était très pénible et très difficile. Il va falloir, pour que le tourisme prenne un essor considérable et nouveau, il va falloir l'invention, une fois de plus, parce que vous aurez remarqué que c'est souvent le facteur, c'est souvent le déclencheur d'un phénomène, mais une fois de plus, c'est le chemin de fer qui va tout changer. Lorsque vous pouvez confortablement, de façon relativement sûre, et même on peut dire à partir des années 1860 de façon très sûre, vous déplacer rapidement, tout est relatif, parce que les chemins de fer de l'époque évidemment allaient lentement, mais tout de même, vous pouvez en 2 ou 3 jours vous rendre à l'autre bout du pays, ça change tout bien entendu. Le 15 septembre 1830, la ligne de chemin de fer reliant Liverpool à Manchester est ouverte. Vous savez que c'est le travail de l'ingénieur George Stephenson. Ça, c'est la première ligne ferroviaire régulière. Et puis alors, à partir de là, ça ne va faire que croître et embellir. Et à la fin du 19e siècle, le chemin de fer est le grand moyen de voyager. Et là encore, on va voir naître une industrie du voyage de luxe avec un certain nombre de compagnies. Alors, on a parlé ici de l'Orient Express, créé en 1883 par la Compagnie internationale des wagons-lits pour relier Paris à Constantinople via Munich, Vienne, Budapest. L'Orient Express n'est un peu que l'arbre qui cache la forêt. Il y avait énormément de ces grandes lignes prestigieuses, agréables et qui vont ouvrir de nouveaux horizons. Même chose d'ailleurs à la fin des années 50 et dans les années 1960 avec l'avion qui va ouvrir là encore de nouveaux horizons à ceux qui veulent voyager. On verra dans les années 60 des milliers de
jeunes occidentaux prendre la route de Katmandou sur les traces du romancier Jack Kerouac. Enfin ça, c'est allé un peu vite en besogne. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Alors, je voulais vous parler des guides et de leur développement. Ces guides, évidemment, ils facilitent le voyage, ils font gagner du temps aux visiteurs, ils lui font gagner aussi parfois de l'argent. Je dis parfois parce que il arrive que certains guides soient de mèche avec des hôteliers, avec des compagnies, notamment pour le transport maritime, et que, en vérité, au lieu de vous faire gagner de l'argent, ils vous en fassent plutôt perdre à l'époque. Mais toujours est-il que le marché européen est tenu à l'époque par un Anglais, John Murray, qui va inonder l'Europe de ses guides, par un Français qu'on a oublié aujourd'hui. Mais il se trouve que moi j'en possède des vieux guides Johan. C'était Adolphe Johan qui avait inventé un mode de tourisme très culturel pour le coup. Et les guides Johan sont souvent bourrés de petites pépites et d'indications très intéressantes. Et puis bien sûr, le plus célèbre, l'Allemand Karl Baedeker, qui à partir de 1839 crée les premiers guides modernes de voyageurs, avec dans un premier temps d'ailleurs des traductions du guide Murray, parce que c'est comme ça qu'a commencé Baedeker, et puis petit à petit il va envoyer ses propres agents sur le terrain, il va développer la connaissance des différents pôles d'attraction, de réception, d'hébergement, etc. Et il va supplanter Murray, c'est ça qui est assez étonnant. On peut dire que Baedeker révolutionne le monde du guide de voyage en développant un petit format. Ce format de poche, alors quand on dit format de poche, tout est relatif. Vous savez qu'autrefois on avait des grandes poches, et souvent dans les habits des grandes poches à rabat. C'est ça en fait le vrai format. Mais ça n'a plus rien à voir avec les hauts guides un petit peu difficiles à transporter, qui étaient très rigides, qui avaient été publiés jusqu'alors. Baedeker est non seulement publié en petit format, mais surtout le style est extrêmement simple, c'est très précis, c'est très clair, c'est à l'allemande si j'ose dire, avec des horaires qui sont constamment vérifiés. C'est très pratique ça pour un touriste. Encore une fois, mettez-vous dans l'état d'esprit de quelqu'un qui voyage en 1890. On est très loin, bien entendu, de disposer de tous les éléments d'information qui sont les nôtres aujourd'hui. Le guide Baedeker, entre 1832 et 1944, va connaître 477 éditions en allemand, 226 éditions en français, 266 éditions en anglais. Ça lui donne une renommée mondiale, bien entendu, avec un gros problème, évidemment, en 1914, comme tout ce qui était d'origine allemande à l'époque. Alors ça, ce sont les guides, mais au-delà, on va bientôt voir un certain nombre de commerçants, on va bientôt voir un certain nombre d'organisateurs mettre sur pied les fameux voyages organisés. Alors ça, l'inventeur, si je puis dire, de ce principe, c'est un modeste menuisier d'un village du comté du Berry, qui parcourait à pied les campagnes pour distribuer des brochures qui décrivaient les ravages de l'alcoolisme. On est à l'époque des ligues de vertu. Vous savez, ce monsieur s'appelle Thomas Cook. Le 5 juillet 1841, il emmène 500 personnes d'une association dans un train spécial qui va de Leicester à Loughborough, et à l'occasion d'un grand meeting anti-alcoolique. Et à cette occasion, il rédige évidemment une plaquette pour leur donner des informations, comme on fait toujours aujourd'hui d'ailleurs. Il passe à cette occasion un accord avec la compagnie des Midland Counties Railways. Il négocie des billets à prix réduit contre la promesse d'occuper toutes les places du train. Eh bien, ça lui donne une idée, c'est-à-dire que puisqu'il voit que la compagnie ne fait aucune difficulté à concéder des rabais importants, il se dit que ça pourrait être généralisé. On vient d'assister, sans le savoir, au premier voyage touristique de groupe. Dès le lendemain de cette excursion, Thomas Cook, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, décide de fonder une agence de voyage qui va porter son nom, c'est la célèbre agence Cook. Et l'on peut dire qu'à partir de là, vous voyez, on est juste avant le milieu du 19e siècle, va se développer un premier tourisme de masse. C'est-à-dire que là, il n'est plus nécessaire d'avoir de gros moyens, de bons réseaux d'information, tout un personnel et des bagages, etc. pour voyager. Vous pouvez, à moindre coût, avec un bon guide et avec une bonne agence, en l'occurrence l'agence Cook, vous pouvez vous hasarder sur le continent lorsque vous êtes anglais, parce que c'est ça au départ, bien entendu.
En 1844, Thomas Cook passe un contrat permanent avec cette fameuse compagnie dont je vous parlais, là, c'est Midland Counties. Ça va être la naissance de ce qu'on appelait les trains du plaisir qui organisent des week-ends en bord de mer, puis des voyages à Calais et les premiers voyages circulaires en Europe organisés entièrement de bout en bout par l'agence Cook voient le jour en 1856. On est en plein Second Empire, au moment, ça tombe bien, où les gens ont une forte envie de bouger, de voyager et de découvrir. L'histoire du tourisme, c'est le voyage que vous propose cet après-midi Franck Ferrand jusqu'à 15h sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook sur la page Au cœur de l'histoire ou Twitter avec le hashtag ACDH. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de découvrir l'histoire du tourisme. Alors, dans l'histoire du tourisme, il y a la création des agences de voyage par Thomas Cook et le premier circuit en 1856. Oui, si vous allez à Melbourne, sur la maison natale de Thomas Cook, vous avez une plaque qui dit « He made world travel easier ». Il a rendu le voyage à travers le monde plus facile, c'est le moins qu'on puisse dire. En 1866, c'est son fils John qui va conduire les premiers touristes anglais dans le premier voyage organisé à travers les États-Unis et le Canada. 2 ans plus tard, on crée les coupons Cook. Alors les coupons Cook, c'était des espèces de bons que vous aviez avec votre billet de voyage et qui étaient échangés à la réception des hôtels qu'on vous indiquait, vous voyez, ce qui permettait de ne même plus avoir d'argent avec soi. En 1872, Thomas Cook met en place le vieux, le fondateur, il met en place le premier voyage autour du monde, plus de 45 000 kilomètres avec des clients qui évidemment connaissent une expérience unique. Vous imaginez ça? Ça dure 222 jours, c'est pas les 80 jours de Jules Verne. Bref, les enfants, les petits-enfants de Thomas Cook vont développer l'entreprise, en faire une sorte de géant à l'échelle internationale. Et on peut dire vraiment que les Cook ont facilité le tourisme à une époque où les détenteurs même du patrimoine se rendent compte des trésors qu'ils ont sous la main. J'ai raconté ça dans un ouvrage qui s'appelait Versailles après les rois, à partir de l'exemple de la ville de Versailles, où l'on voit naître une société des fêtes versaillaises en 1859, qui va devenir la société des fêtes de nuit, vous savez, et qui permet d'attirer dans la ville toutes sortes de visiteurs. On organise des illuminations, on donne bien sûr dans le parc royal, on donne les grandes eaux, et ça fait venir à Versailles des masses considérables de touristes qui viennent non seulement pour les fêtes, mais aussi parce qu'on voit à Versailles fleurir toute une hôtellerie. Il y a l'hôtel de l'Europe, le Petit Vatel, l'hôtel de France, évidemment le célèbre hôtel des réservoirs ouvert par le couple Grosseuvre. Bref, on voit des facilités pour les voyageurs qui, évidemment, à Versailles sont très nombreuses et très importantes dès les années 1860. Et d'autant plus qu'on est en 1867, il y a la fameuse exposition universelle qui va attirer les souverains du monde entier. C'est Prosper Mérimée qui, à cette occasion, disait « Il en vient tellement à Paris, il parlait des souverains, des têtes couronnées, qu'il va bientôt falloir les faire coucher à 2 dans le même lit », disait-il. Mais c'est vrai que des villes comme Versailles ont montré l'exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, peu à peu, qui comprennent que leurs châteaux, leurs églises, tout simplement leur cuisine aussi, leurs beaux paysages, peuvent attirer une clientèle venue de loin, ce qui est tout nouveau. Nous, ça nous paraît tellement évident aujourd'hui, ça fait tellement partie de notre vie. Mais dites-vous qu'en 1880, ça n'était pas une évidence. Il fallait instituer des comités de fête, il fallait organiser des comités de promenade. C'est le nom que prend à Gérardmer le tout premier office de tourisme de France, qui est ouvert le 23 juillet 1875, donc à Gérardmer dans les Vosges. Ça s'appelait Comité des promenades. On va voir partout bientôt, au tournant du XXe siècle, fleurir les fameux offices de tourisme. On se met à se déplacer l'été. Je parlais des stations balnéaires, mais dites-vous qu'un homme comme le duc de Morny, vous savez, le demi-frère de Napoléon III, fonde la station balnéaire de Deauville. Nous avions raconté ici même la lutte d'influence entre Deauville et Trouville à la fin du 19e siècle, puisque les Parisiens venaient sur la côte la plus proche, la côte maritime la plus proche de Paris, c'est-à-dire à Deauville, à Trouville, et ça a été, là encore, c'était, si j'ose dire, des raz-de-marée à l'envers, c'était des afflux de population sans précédent. Et puis,
à partir des années 1900, il va falloir tenir compte d'un nouveau phénomène, d'un nouveau véhicule qu'est l'automobile, bien entendu. Et nous parlions ici même, chère Anissa, il y a quelques semaines, de la naissance du guide Michelin, rappelez-vous. Le guide Michelin va jouer un rôle considérable. Alors, dans un premier temps, il indiquait aux chauffeurs, aux conducteurs, aux automobilistes, pour employer le terme de l'époque, il leur indiquait les meilleurs garages, l'endroit où ils pouvaient trouver des pneumatiques, etc. Et puis petit à petit, on a donné les noms des restaurants, des adresses utiles, etc. Et l'on connaît l'extraordinaire succès de ce guide Michelin. Alors, on pourrait comme ça raconter toute l'histoire du tourisme dans les années 20 et 30, avec notamment cette cassure, ce changement considérable que constituent à partir de 1936 les fameux congés payés, avec la naissance d'un tourisme populaire. Vous me permettrez d'aller un peu vite en besogne, d'aller tout de suite à 1973. Mais pourquoi 1973 ? Eh bien parce que, un peu dans la lignée du Baedeker, c'est le moment où va naître le guide dont nous parlons aujourd'hui dans cette émission. Vous m'avez compris, nous allons bientôt parler du guide du routard. Bonjour Philippe Glohagen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous savez ce que c'est que conseiller les bons endroits, les bonnes adresses, les bons coups, si je puis dire, aux voyageurs, à des voyageurs plus ou moins fortunés, qui parfois voyagent simplement avec quelques sous dans leur besace. Nous venons avec vous à la formidable aventure du guide du routard. Et ce que nous allons faire, si vous en êtes d'accord, c'est prendre un certain nombre d'exemples grâce à votre numéro spécial hors série avec le journal du dimanche. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire du tourisme. Alors forcément, quand on parle tourisme, on pense au guide du routard. Et Franck Ferrand, cet après-midi, vous recevez Philippe Glohagen, le directeur du guide du routard. Et Philippe Glohagen continuait de nous parler pendant l'interruption. Là, vous savez, vous ne savez pas tout ce qui se passe dans cette émission. Parce que... Et il me racontait une très belle histoire à propos d'Adolphe Johann, justement. Vous me disiez qu'il était l'avocat d'Hachette. Louis Hachette. C'est-à-dire que Louis Hachette est un grand éditeur, le plus grand d'Europe à l'époque. Mais c'est surtout un homme de génie qui s'est dit il faut créer des boutiques pour vendre mes bouquins. Dans les meilleurs points, c'est-à-dire dans les gares. Et c'était dans les gares. Le premier, on disait bibliothèque de gare, c'était à la gare de Lyon. Maintenant, c'est Relais, qu'on connaît tous. Mais l'origine de tout ça, c'était Louis Hachette. Et son avocat, qui faisait beaucoup d'itinéraires et de balades à pied en Suisse, donc Adolphe Johann, et Louis Hachette lui dit, eh bien, tu vas me sortir le premier guide, qui était 1854, je crois, le guide itinéraire en Suisse. Ça a perduré pendant 60 ans, jusqu'en 1914. La famille Johann a disparu. Et comme ces guides étaient bleus, on les appellera chez Hachette, il y avait les bibliothèques de chaque couleur, on connaît ça bien entendu. Bien sûr, vous aviez la bibliothèque rose pour les jeunes filles, Malheur de Sophie, comtesse de Ségur, bibliothèque verte pour le club des 5, les aventuriers, et tout était en couleur. La troisième collection, c'était les guides bleus. Les guides bleus, voilà l'origine, ça c'est quand même par les gares. On peut dire que le chemin de fer a joué un rôle considérable, bien entendu. Alors moi, qui, comme vous, a de vieux guides, au démarrage, les guides bleus, c'était pas sur la route, puisque c'était Michelin, comme vous l'avez évoqué. Eh bien, c'était les itinéraires de gare. Avec les noms des gares. Oui, le nom des gares. À gauche, vous avez Vézelay, arrêtez-vous à Barbizon. Voilà comment ça fonctionnait le guide bleu. Alors depuis, on a multiplié les véhicules, bien entendu. J'ai dit un mot des automobiles. J'ai oublié, nous fait remarquer Paul via Facebook, j'ai oublié de parler du cyclotourisme qui est en plein essor en ce moment. Absolument, à tel point que nous avons sorti au Guide du Routard l'année dernière une première collection sur les châteaux de la Loire. Vous savez que maintenant, il y a des sentiers cyclistes qui sont européens, financés par l'Europe. Ça a été un succès considérable. Et dans un mois, nous sortons la deuxième ligne verticale, Vélodyssée, entre Roscoff et Hendaye. C'est quand même, ça c'est un phénomène, je pense qu'on peut le dire, parce que ça marche très fort. Ça marche très fort, et alors c'est formidable, parce que d'abord c'est des routes où on ne cohabite pas, les vélos ne cohabitent pas avec les voitures, et vous avez des étapes. Dans tous les hôtels, vous pouvez sécuriser votre matériel, vos vélos, avec des garages fermés, et on peut réparer.
on voyage en silence, dans une proximité avec l'environnement extraordinaire, de façon écologique, et en plus on se fait du bien, puisque c'est très bon pour la santé, c'est formidable. C'est quand très même. vrai. Oui. Alors, il faut que vous nous racontiez, Philippe Glohagen, avant que nous n'en venions à quelques balades, et on va faire rêver les gens sur des destinations toutes françaises et toutes merveilleuses, mais il faut que vous nous racontiez comment est né. Alors non plus, là on n'est plus au 19e siècle, c'est pas en 1800 et quelques, c'est en 1973. Comment est né ce guide du routard ? Alors moi, Franck, en fait, je voulais faire votre métier, c'est-à-dire que je voulais être journaliste et j'étais étudiant avec un ami, Michel Duval, et donc pour gagner un petit peu d'argent de poche au cours de nos études, on a commencé à faire des piges dans les journaux et tout. En fait, on voulait être grand reporter. Quand on est grand reporter, il y a une porte formidable, c'est Paris Match. Donc à l'époque, la Paris Bible, Match, sur les Champs-Élysées, oui. on y va malheureusement, on était jeunes, pas connus, on n'a jamais réussi à franchir les 2 hôtesses d'accueil. Et la première vraie idée qu'on a eue pour le guide du routard, c'était pas de faire un guide, c'était d'être les grands reporters les moins chers du marché. Parce qu'on voyageait en auberge de jeunesse, autostop, camping et tout. Et on a pu travailler pour des journaux qui n'avaient pas les moyens de se payer des grands reporters de renom, comme Lartegui, comme Dominique Lapierre, Collins, tous ces gens-là. Et on a pu voyager. On a rapporté une première pige sur la route des Indes, qui en 73 était mythique. J'ai rêvé tout le monde. On les a publiés, on en a, et puis on a trouvé quand même pas mal de piges, pas mal de boulot. Jusqu'au jour où on a proposé de faire un guide qui, je vous le précise, a été refusé par 19 maisons d'édition. Ça, c'est pour donner du courage à ceux qui ont un manuscrit sous le coude, persévérer. Et donc, petit éditeur, faillite de la maison d'édition. Et c'est à ce moment-là que Hachette, qui avait la culture des guides grâce au guide bleu depuis 150 ans, nous contacte et nous dit « c'est l'arrivée des charters, on va démarrer ensemble le guide du routard ». Alors le guide du routard, quand on dit ça comme ça, évidemment, avec ce petit bonhomme, ce routard qui a d'ailleurs évolué avec le temps, il a changé de look, si je puis dire. Il rajeunit, moi je vieillis. C'est ça, c'est un phénomène de vase communicant peut-être, d'une certaine manière. Ce guide du routard est immédiatement associé au voyage bon marché, c'est le principe. Et puis on pense aussi au bon plan, c'est-à-dire surtout ne quittez pas un endroit, une ville, un site, sans être allé voir la petite curiosité qui fait la différence et qui souvent se gravera, s'imprimera dans votre mémoire. Mais le guide du routard, c'est une troisième chose, et ça me paraît, moi, essentiel. Vous allez me dire si c'est une bonne vision que j'ai là, mais il me semble que c'est aussi le contact avec la population. Ce n'est pas un voyage à l'anglaise, si je puis dire, comme pour faire référence au voyage du tourisme du 19e siècle, c'est-à-dire un voyage où l'on se mêle le moins possible à la population, où l'on voyage entre soi comme à travers des vitres. C'est au contraire un voyage d'échange et de communication. Absolument. Toute la génération des guides prestigieux culturels, que ce soit les guides bleus, les guides Fodor américains ou les Baedeker, c'est ce qu'on appelait les guides romantiques. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que ce sont des guides où on vous amène généralement au haut d'une montagne, il y a des beaux fleuves très beau en point de vue, contrebas, voilà. si possible le Rhin, il y a des châteaux en ruine, et on restait là, admirer le paysage. L'arrivée du guide du routard en 73, c'est que peut-être que le secret et le succès, ça a été, ok, c'est très bien, on va toujours indiquer des choses à voir, bien entendu, des musées, mais on va s'intéresser beaucoup plus aux gens qu'aux monuments. Et donc les villages, on s'intéresse aux tribus, on va au contact des populations, c'est le succès des chambres d'hôtes. Ne l'oubliez pas, c'est presque ethnologique de parler des chambres d'hôtes. Et le guide du routard a connu très vite un très gros succès parce que c'était très novateur. Alors évidemment, ce qui fascinait les jeunes voyageurs des années 70 et 80 avec leur routard parfois complètement explosé dans la poche ou dans le sac à dos, c'était les grandes et lointaines destinations. Avec le début, j'en ai dit seulement un mot tout à l'heure, mais le début de l'aviation commerciale de masse, c'est-à-dire qu'on a enfin des billets d'avion à partir des années 78-79, on a des billets d'avion pour des prix très très modiques. Et donc on va au bout du monde. Mais il ne faudrait peut-être pas oublier le tourisme de proximité. Il y a en France des sites qui sont extraordinaires. C'est ce que vous montrez là dans ce numéro spécial avec le journal du dimanche. Alors, ce qui est amusant, le journal du dimanche, ce sont des amis. Patrice Trappier m'a contacté, Nicolas Vintraube, pour me demander une sélection de nos coups de cœur à nous.
sur la France. En Vous France, avez raison. oui. Et donc, quand nous traitons de 40 000 endroits divers en France, faire une sélection, c'est notre best-of. Et c'est vrai que là, en y réfléchissant avec mon équipe, on a trouvé des petits joyaux, nos coups de cœur, qui sont pas forcément les plus célèbres. C'est pas forcément Rocamadour. Le Mont-Saint-Michel ou Rocamadour. Voilà. Oui, voilà. Quoique, il y a le aussi. Mont-Saint-Michel y est, parce que c'est absolument obligatoire, mais on peut vous parler de Douarnenez, de Céret, de Vence, tous ces petits coins De Briard, de Pornic, voilà, auxquels qui sont chez moi des attachés de grands endroits souvenirs. absolument merveilleux. La Gascogne, plus personne ne sait où se trouve la Gascogne, vous le savez, c'est dans le Gers. Eh bien, dans ce magazine, avec le journal du dimanche, on en parle. Et pourquoi pas Saint-Omer, puisqu'il n'y a pas de région défavorisée. Il faut simplement savoir les regarder de la bonne façon, aller voir les bonnes choses. C'est ce qui va nous occuper, si vous le voulez, jusqu'à la fin de cette émission. Philippe Glogen. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et vacances grâce à Philippe Glohagen, votre invité. Franck Ferrand, il est directeur du Guide du Routard. À l'occasion de la sortie du hors-série du Journal du Dimanche et du Guide du Routard, intitulé Nos escapades préférées, un hors-série qui sort demain. Et c'est vraiment très comment dire, c'est très incitatif. Hein. Quand on feuillette ce hors-série, on a envie d'y être. Ça joue à la fois sur la corde du souvenir. Là, j'ai par exemple une photo magnifique de cette plage de Ploumanac avec cette espèce d'îlot de presqu'île et puis les rochers affleurants. C'est des souvenirs inoubliables. Village de France avec France 2, Stéphane Bern. Exactement, merveille. Et d'ailleurs, ça reprend les villages de France avec Stéphane Bern là bientôt. Hein, et j'ai fait partie du jury cette année. Et je peux vous dire que on vous réserve de belles surprises parce qu'il y a vraiment des choses merveilleuses. Les choix sont merveilleux. Et puis, en même temps, c'est l'appel du large, de la découverte des vacances. Il y a quand même, c'est très français ça, il faut le dire, Philippe Glohagen. Ça fait partie de notre culture d'une certaine manière. Hein. Mais bien sûr. D'abord parce que les Français le savent tous. Nous habitons dans le plus beau pays du monde. Moi qui ai eu la chance de beaucoup voyager depuis 40 ans, j'ai toujours un plaisir de sortir des guides sur la France. On en sort 40 chaque année. Ce n'est pas un hasard. Oui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons une variété de paysages inouïs. Ça, on le voit parce que vous nous montrez d'un contraste concentré. Alors, puisque vous êtes vous-même breton, Philippe Glohagen, commençons par la Bretagne, peut-être, par le nez là-bas, par Douarnenez. Je veux bien vous parler de Douarnenez, parce que j'y passais mes vacances jeune. Ma tante adorée, tante Thérèse, était gardienne d'un château. Et le château de Kerluse appartenait au docteur Philippe, qui était un des grands patrons de la thalassothérapie en Bretagne. C'était absolument merveilleux. J'aimerais vous dire deux choses sur Douarnenez. Premièrement, la baie de Douarnenez, une des plus belles du monde, avec le GR34 qui longe la mer jusqu'à Locronan, magnifique village, tellement beau qu'on y tourne plein de films, oui. Tess avec Polanski, les Chouans, Broca. D'ailleurs, on a retiré toutes les antennes de télévision pour plonger dans le Moyen-Âge. C'est une merveille, c'est à 20 km de Douarnenez. Avec une lumière très spécifique, iodée, magnifique. Merveilleux. À Douarnenez, les gens ne le savent pas toujours, il y a eu en 1924 une des plus grandes grèves du siècle. Et elle avait la particularité d'être dirigée par les femmes qu'on appelait les pennes-sardines, donc les ouvrières qui travaillaient dans les fabriques de conserve de sardines. Et pour demander 25 sous de plus à l'heure, c'est-à-dire 0,08 centimes. Et ça a été tellement violent. Il n'y avait que les femmes. Pourquoi ? Parce que les hommes, marins-pêcheurs, étaient en mer. Les gendarmes à cheval vont charger les femmes, les enfants. Ça a été une hécatombe, ça a été une violence. Conséquence, Douarnenez sera une ville communiste pendant 40 ans. Et il y en a d'autres, des villes communistes, mais dans une région aussi catholique, je peux vous dire que c'est unique. C'est presque un bastion. C'est un bastion qui existe toujours. Et moi, j'ai eu des parents, des tantes et des cousins qui étaient
très pratiquants, on allait à la messe, mais on était communistes. C'est les particularités comme ça. Alors, Ouais. justement, vous mettez tout ça en avant, confidence pour confidence. Moi, j'ai passé une grande partie de mes vacances d'adolescent à Pornic, donc il faut descendre un petit peu plus au sud. Là, on est dans les Pays de Loire. Pays de Ré. Pays de Ça s'appelle Ré, Pays de Ré. exactement, hein, précisément. Et sur cette côte de jade qui porte bien son nom, il suffit de voir les photographies que vous avez mises là pour illustrer ce chapitre. La mer est couleur de jade, c'est magnifique, avec ces carrelets qui sont en suspens au-dessus de l'océan depuis les rochers de cette côte un peu découpée, avec quand même de belles criques, des petites plages abritées. C'est Monsieur Hulot, là, si je puis dire. C'est splendide. Et dans votre numéro spécial, on a non seulement le texte très poétique, avec des allusions à la culture, etc., et aux auteurs locaux, etc., mais il y a, comme toujours, les bonnes adresses, les infos utiles, et même toujours le petit pavé, l'encadré cyclotourisme, justement. Oui, parce que Pornic, c'est un pays plat, c'est une ville, vous avez raison, qu'on a sélectionné aussi dans le magazine avec le journal du dimanche, parce que c'est un peu oublié, c'est resté dans son jus. Et c'est ça qui est formidable. Et moi, le best-of, nous avons sélectionné une 40aine de destinations. C'est toujours des destinations qui sont hors des sentiers battus, il n'y a pas d'autoroute à proximité, et donc vous tombez sur la Gascogne, on tombe sur Céret, on en parlera peut-être. Formidable, c'est vrai. Parlons-en si vous voulez. On est toujours au bord de la mer, puis après on va rentrer un peu dans les terres. Alors Céret, donc c'est la très au sud, frontière, là, hein, c'est la Catalogne française, qui a été découvert en 1912 par Picasso, puisque lui, espagnol, il avait besoin de la proximité de l'Espagne, mais comme il était communiste, impossible de retourner en Espagne du côté de Franco. Et pendant la guerre, il a attiré tous ses copains peintres. On y a vu Matisse, on y a vu Derain qui avait créé le fauvisme à Collioure avec son copain Matisse. Et ce qui est intéressant dans cette petite ville de 3000 habitants, qui est déjà sur les contreforts des Pyrénées, vous avez à Céret un musée où d'ailleurs Picasso, qui était radin avec ses copains, mais large avec l'État, a offert 53 œuvres qu'on retrouve dans cette petite ville qui n'aurait jamais eu les moyens de se payer autant de Picasso. Une force d'attraction touristique considérable. Mais qui a un musée absolument extraordinaire. Et après, on va siroter le pastis sous les platanes dans cette ville magnifique qui est Céret. Et malheureusement, pas très connue. Puisque vous nous parlez de Picasso et de tous ces artistes, nous avions dans ce même studio il y a quelque temps Yo-Yo Mac qui nous parlait, elle, de Vence, de Saint-Paul de Vence. Là, on est vraiment encore une fois dans une destination mythique que vous nous faites découvrir dans ce numéro. Vence, j'adore d'abord pour la chapelle Matisse. Il faut savoir que Matisse avait une égérie qui était qui a posé pour lui, Monique Bourgeois. Et Monique Bourgeois, qui était d'une grande beauté, a eu l'appel de Dieu et a pris le voile et est devenue bonne sœur. Elle s'est installée dans un monastère de bonne sœur à Vence, et Matisse, qui était amoureux de son modèle, s'est installé en face du monastère et a proposé, c'est une grande célébrité, c'était un des personnages très riches de son vivant, et il a proposé de faire cette chapelle. La relation entre Matisse et Monique Bourgeois ne plaisait pas à la supérieure, donc Matisse travaillera plusieurs années sur la chapelle, et malheureusement, cette bonne sœur qui est pratiquement une sainte et qui avait réussi à convaincre Matisse de faire les vitraux gratuitement, ne sera même pas invitée à l'inauguration. Mais à côté, c'est Saint-Paul-de-Vence, Fondation Magde, et la Colombe d'Or. J'ai une anecdote à vous raconter. La Colombe d'Or, il faut dire ce que c'est, ce restaurant extraordinaire, célèbre dans le monde entier. Qui appartient toujours à la famille Roux, que je connais bien, j'étais à l'école avec le fiston. Et en 1960, cambriolage, vous savez que donc le grand-père acceptait les peintres, vous laissez une œuvre et puis je vous nourris, je vous loge. Le restaurant est couvert d'œuvres de peintres célèbres. Voilà. Mais alors vous avez des Picasso, vous avez des Modigliani dans un restaurant absolument incroyable. 1960, on l'oublie, cambriolage de la Colombe d'Or, tout est volé, sauf une œuvre de Chagall parce qu'elle était trop grande.
et les elle passait voleurs pas, ne pouvaient oui. pas la prendre. Chagall, qui habitait à la Fondation Magde, juste à côté, accourt voir le désastre. Le père Roux, propriétaire, montre tous les endroits, il n'y a plus rien. C'est terrible. Sauf le Chagall qui trônait au milieu de la grande salle. Et c'est à ce moment-là que Chagall, qui était russe, vous le savez, dans un accent très terroir russe, dit à Monsieur Roux, « Ah, voleur, très mauvais goût !» Oui, puisque évidemment, il n'avait pas pris la seule œuvre qui mérita d'être Voilà. cambriolée. C'est ce genre de détails que cherchent évidemment les voyageurs, Bien les sûr. touristes. Ils aiment, ils veulent avoir un peu la substance, le suc d'une région. Alors, on pourrait se promener, je ne sais plus où vous emmener. Pourquoi pas le canal de Briare, par exemple, en plein cœur de la France. C'est magnifique, entouré de châteaux incroyables, avec des jardins remarquables. Vous donnez à chaque fois les clés pour découvrir ce qu'il y a de mieux dans une région. Oui. Et puis de donner aussi la petite histoire. On fait un peu le même métier tous les deux, Mais Franck. évidemment, oui. Et donc, canal de Briare, c'est très simple. C'est donc un canal qui est en surplomb du fleuve et qui est magnifique, avec beaucoup d'argent. C'était l'époque de la France opulente. Et ce qui est intéressant pour Briare, outre l'architecture qui est magnifique, c'était l'époque de la grande industrie. C'était Eiffel. Il a construit des viaducs au Portugal, Dans le au monde Sénégal, entier. mais en Amérique du Sud. Au Pérou, vous trouvez des constructions Bien Eiffel. sûr, bien sûr. C'était une entreprise mondiale. Panama, bien entendu, on s'en souvient. Et Briare, ce qui est intéressant, c'est le début des châteaux de la Loire. Et donc là, c'est pour moi, peut-être pour vous, la plus belle avenue du monde. Ah oui, ça c'est la douceur même. C'est la vraie France. La douce France, hein, ce ciel ligérien extraordinaire, et puis ce miroir d'eau constamment entrecoupé de bancs de sable, c'est merveilleux. Donc vous comprenez pourquoi nous l'avons sélectionné dans Et le magazine avec Alors, le JDD. ce magazine s'appelle Nos escapades préférées. C'est donc un hors-série du journal du dimanche avec le guide du routard, avec le routard d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Oui, alors maintenant on dit le routard parce que les libraires, pour abréger, disent le routard. D'ailleurs, on a changé puisque sur les couvertures, la dénomination c'est le routard. Quelle bonne idée d'inviter le créateur du guide du routard, nous dit Patricia sur le site sur la page de l'émission. J'ai malheureusement je n'ai pas les moyens de partir en vacances. Je n'avais pas, les moyens de partir en vacances quand j'étais ado. Mais grâce à ces guides, je voyageais à Lima, à Machu Picchu, allongé sur mon lit. C'est ça aussi le guide du routard. Ça permet aussi de voyager sans bouger de chez soi parfois. Oui, elle a raison. Nous avons pas mal de lettres de gens qui sont malades, des personnes âgées, qui nous écrivent, qui Ils sont en prison aussi. Hein. Et beaucoup de prisonniers. D'ailleurs, il y a la bibliothèque des prisons. Régulièrement, nous envoyons des guides du routard à ces gens qui nous écrivent des lettres extraordinaires. Dans 3 ans et demi, je suis libéré. J'ai prévu tel voyage avec ma compagne. Qu'est-ce que vous pensez de telle étape? Après, on irait dans tel endroit. Le guide du routard vous fait voyager physiquement, mais aussi vous fait voyager dans la tête. Ah oui, vraiment, c'est un outil de libération. Alors, ne vous précipitez pas, je le dis tout de suite à nos auditeurs, ne vous précipitez pas sur les kiosques dès aujourd'hui pour chercher les escapades préférées du JDD et du routard, puisque le magazine le hors-série, ne sera disponible dans les kiosques que demain. Mais alors, par contre, on a tout le week-end après. Oui, mais ne tardez pas, parce qu'il y a déjà 50% qui sont réservés, m'a-t-on dit ce matin. Ah, c'est formidable. Mais oui, mais c'est ça le succès, que voulez-vous. Bravo, Philippe Glogen. Merci. Et on continue cette parenthèse touristique dans un instant sur Europe 1, puisque Franck Ferrand vous donnera les origines de l'autostop. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec
pour vous une question de Gabriel aujourd'hui. Franck, alors c'est totalement dans le cœur du sujet. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre, Anissa, parce que j'ai une grande nouvelle à annoncer. Et il se trouve que Philippe Glohagen a été touché par ce que nous disait notre auditrice, Patricia, qui a tant rêvé pendant toute une partie de sa vie grâce au guide du routard, et il lui offre, nous dit-il, donc je l'annonce à l'antenne, pourquoi se priver, Philippe Glohagen, vous lui offrez un voyage à Lisbonne, qui est la destination préférée des lecteurs du routard. Oui, et des Français cette année. Comme elle n'a pas l'occasion et les moyens de voyager, on lui offre l'avion pour 2 personnes avec les nuits d'hôtel dans un 3 étoiles. Vous voyez, vous avez bien fait de nous écrire, chère Patricia. Alors, et vous avez bien fait de m'interrompre, Franck Ferrand. C'est une question de Gabriel, au cœur du sujet, puisqu'on va parler encore de tourisme. Gabriel voudrait connaître les origines de l'autostop. Alors voilà, alors non seulement les origines de l'autostop, et puis pourquoi ce pouce levé. Oui. Bon, l'autostop, c'est le moyen de voyager le plus économique, sûrement pas le plus sûr, mais le plus économique. C'est une réaction de solidarité. On peut dire que l'autostop a existé bien avant l'invention de la voiture. Il y avait des autostoppeurs, si je puis dire, avec de grands guillemets, sur le bord des routes il y a bien longtemps. Alors, pourquoi le pouce levé ? C'est très difficile, il n'y a pas d'acte fondateur qui détermine cette pratique, ça est plutôt d'une coutume qui au fil du temps s'est imposée. Dans notre culture, le pouce levé, vous savez, a une connotation positive. Rappelez-vous à Rome, au moment dans les pires combats du cirque, il suffisait que la foule lève le pouce pour sauver le combattant ou le gladiateur en difficulté. Pourquoi cela ? C'est difficile. C'est Philippe Vandel qui dit que c'est en observant des nouveau-nés qu'on aurait trouvé une réponse à cette question. Les bébés, au tout début de leur vie, se tiennent le poing serré, le pouce caché dans la main, et au fil du développement, l'enfant ouvre petit à petit la main et libère ainsi son doigt. Ça, c'est une très belle image et qui est tout à fait une image comme les affectionne Philippe Vandel. Montrer le pouce, ça ne pourrait donc être, selon les Romains, qu'un symbole de vie, un geste favorable. Alors, lever le pouce pour arrêter un véhicule, ce n'est pas une pratique universelle, bien au contraire. Qui lèverait le pouce dans certains pays pourrait être étonné des réactions virulentes que ça provoquerait. Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans les détails ? Au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, le fait de lever le pouce transmet le même message que lorsque nous levons le majeur. Vous voyez ? Bon, mais il n'empêche qu'en France, si vous voulez continuer à profiter de la générosité des automobilistes, c'est bien le geste à accomplir incontestablement.